Hey! Bonjour. Bonjour l'équipe, bonjour tout le monde. Pourquoi je suis rouge comme ça? La lumière tape sur mon bureau et mon bureau est rouge et retape la lumière. Bonjour, bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, pas du tout dans ce nouveau stream. Un stream Stargate. Mais cette fois on revient à Stargate SG1, du coup on fait pas du Stargate Atlantis. Je calme un peu la On fait pas du Stargate Atlantis aujourd'hui, on revient à Stargate SG1, donc comme je vous avais dit, on va alterner les deux. Euh, voilà, voilà. Petit rappel de début de stream, quel est le projet de ces streams? Bah, c'est une série de streams consacrée aux séries Stargate, qui sont des séries de science-fiction des années 90-2000. Et c'est c'est des séries que j'aime beaucoup, il y a 3 séries, je rappelle, SG1 Atlantis Universe, on les fait dans l'ordre de sortie. Sauf que là, on est dans la période où SG1 et Atlantis, les deux séries étaient diffusées en même temps, du coup on alterne une sur deux. La dernière fois, on a fait la première saison de Stargate Atlantis, maintenant on fait la 8ème de SG1. Quel est le but de cette série? C'est qu'à chaque stream, on, euh, on fait une petite review de tous les épisodes, on parle de chaque épisode, on les classe dans une tier list, avec un seul épisode tout en haut qui sera considéré comme le meilleur de la saison. Et puis après, quand on aura fait toutes les saisons de toutes les séries, on fera une tier list de chaque meilleur épisode de chaque saison. Pour déterminer quel est le meilleur. Bon, pour déterminer en fait quel est mon préféré. Oula. Ouais, j'ai oublié de reset le chat, mais je faisais des tests pour afficher mon chat. Mais c'est pas grave, ça va rester là. Au pire, c'est pas très grave. FTS, bonjour. Alors, je vais rappeler, je vais mettre mon Instagram, c'est arthurjulia.création, je crois bien. Et Twitter. Comme ça me permet de les afficher sans les afficher dans le texte. Arthur, Julia 1. Bam. Voilà. Ça fait que le chat est un peu rempli. Donc voilà. Voilà le projet, vous avez compris quel était le but. Aujourd'hui, du coup, Stargate SG1 saison 8. Donc c'est déjà notre 9ème stream. Sauf qu'il y en a 17. Donc je rappelle un peu aussi le projet général, voilà, c'est de faire une tier list. Donc il y a un stream par saison. Ce qui fait un total de 17 streams. Là on est à notre 9ème. Mais je compte également rajouter un stream avant la grande finale pour parler des autres trucs du lore Stargate. Parce que là, on va parler que des 3 séries principales, mais il y a aussi un film, des téléfilms, des comics qui sont plus ou moins canons, d'autres séries qui rentrent pas dans ce canon-là, qui s'intègrent dans un autre canon. Voilà, voilà un peu. Donc je pense qu'on fera un stream sur ça. Donc un total de 18 streams, tout simplement. Et si on peut, s'il est sur Prime Video, l'épisode qui gagnera tout, on le regardera dans une watch party Prime Video. Parce que Stargate SG1 est sur Prime, mais pas les autres. Et je saurais vous dire aujourd'hui si mon épisode préféré de toutes ces séries sera de SG1 ou pas. Voilà. On va couper la musique. Alors, si on passe sur le format web, voilà. Donc, cette saison, déjà, elle est plus courte que les autres. Elle n'a que 20 épisodes. Mais c'est le format plus classique. Mais d'habitude, c'était plutôt 22, 21, 22. Là, c'est 20. C'est une saison assez particulière puisque le grand méchant a été vaincu, Anubis, dans la fin de la saison 7. Et vous voyez avec le titre du nouvel épisode, New Order, Nouvel Ordre, qui a été mal traduit par Mésalliance. Euh, voilà, la Terre est une force maintenant dans la galaxie. Les Goa'uld sont sur le déclin. Donc ça va vraiment un peu changer la géopolitique globale. C'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, voir la géopolitique globale de cet univers évoluer. Elle est aussi particulière parce que, vous allez le voir, le général de cette base, qui avant était le général Hammond, va être remplacé par Jack O'Neill, qui est du coup le perso principal.
Et du coup, l'équipe va pas vraiment être formée. Et ça va être beaucoup d'épisodes un peu bizarres par rapport à Stargate, parce que ça va pas être juste l'équipe SG1 qui va au combat, parce que si il y a que l'équipe SG1, ben on voit pas O'Neill. Donc ça va poser quelques problèmes. Et aussi, c'est une saison qu'on pourrait penser un peu saison de trop, mais qui s'avère plus être une saison de conclusion en fait. La galaxie a complètement changé, les Goa'uld ne sont plus le méchant, donc maintenant il reste les seuls dangers qui restent sont les quelques Goa'uld restants et les réplicateurs. Mais cette saison a commencé vachement à changer de ton par rapport aux précédentes. Quelque chose que j'ai déjà parlé depuis longtemps, notamment un côté très méta. Euh, En fait, ils vont partir proche de ce que je disais la dernière fois sur Stargate Atlantis, qui est une série par rapport à SG1 beaucoup plus centrée sur ses personnages que sur son histoire. Et c'est un peu les débuts de ça dans SG1. Ça va surtout être le cas dans la saison 9 et 10. Et dans la saison 8, ça. Voilà. On sent que c'est une saison qui aurait pu être la dernière saison aussi. On verra quand on parlera des derniers épisodes. Euh, on sent, voilà, on sent que ça sent la fin, quoi. Ça sent la fin, en tout cas d'une époque, puisque il nous reste, en comptant celle-là, 3 saisons et 2 téléfilms pour finir cette série. Donc il y a de quoi faire. Donc voilà. Moi, c'est une saison j'avais pas d'a priori quand je l'ai revue il y a pas longtemps, mais qu'au revisionnage, j'ai pas trop apprécié. Je trouve les épisodes assez disparates et pas tous si intéressants que ça. Mais la série se sent un peu plus libre et sort un peu plus de son format habituel, ce qui peut être bien, mais moi, ce que je trouve donne des épisodes souvent un peu moins intéressants. On va s'y lancer, hein. Donc, rappel, on fait une tier list. Là, j'ai tous les épisodes. On va les classer de S à D. Et pour les doubles épisodes, ça va dépendre. Des fois, je vais les compter comme un seul, des fois, je vais les compter comme deux. Ça dépendra du moment. Alors, si on regarde Mes Alliances partie 1, New Order. Moi, je préfère le titre américain pour une fois. Carter et Teal'c tentent de contacter les Asgard pour sauver O'Neill, qui rappelle O'Neill est cryogénisé dans une base en Antarctique, mais découvre que l'ennemi le plus féroce des Asgard, les réplicateurs, sont de retour pour se venger. Et du coup, c'est toujours le Dr. Ware qui commande le SGC, euh, qui a été recast. Parce que c'est du coup le Dr. Ware, cette actrice-là qui va jouer le Dr. Ware dans Stargate Atlantis, et qui a été recast depuis la dernière fois. Voilà. Je préfère ce cast, très honnêtement. Je trouve qu'elle a plus de charisme que la précédente. La précédente, elle faisait un peu pouf. Mais celle-là a plus de charisme et de prestance. Tori Higginson, si je me souviens son nom. Et l'actrice précédente, j'en ai aucun souvenir par contre. Donc cet épisode va être marqué du coup par le retour des réplicateurs, mais aussi par le changement géopolitique dont je vous parlais, parce que les Goa'uld vont venir pour essayer de négocier avec la Terre un traité. Donc rencontre avec Amaterasu et Camulus. Donc le vaisseau mère, les réplicateurs qui étaient coincés dans le champ temporel arrivent à s'échapper, et le Major Carter est capturé par un des réplicateurs, alors que voilà. Voilà, voilà. Donc si on voit les moments clés. J'aime bien la partie avec la négociation avec les Goa'uld, je trouve elle est assez musclée, elle est assez rigolote. Notamment Ware qui a un doctorat en sciences politiques, je crois, donc, et en diplomatie. Donc elle est dans son élément sur ce milieu-là. Après, la partie avec les réplicateurs m'ennuie un peu plus. Euh, Parce qu'il y a le retour de O'Neill qui est pas très intéressant. Il invente une arme qui est. Plutôt dans la partie de ça. La Terre considère une alliance avec les Grammet Goa'uld. Pendant ce temps, SG1 avec l'aide de Thor tente d'empêcher les réplicateurs de détruire la nouvelle colonie Asgard. Euh, Voilà, donc invasion par les réplicateurs, création du disrupteur, donc l'arme anti-réplicateur, qui va pas être tant utilisée que ça en plus. On la reverra plutôt dans Atlantis plus régulièrement. Jack O'Neill passe général et arrive à la tête du SGC. Euh, Elizabeth Ware est affectée à l'Antarctique. Et en fait, ce double épisode a été diffusé avant le pilote de Stargate Atlantis.
Donc, Stargate, là, on est un peu avant la saison précédente. Carter passe lieutenant-colonel et Carter, il y a aussi le réplicateur crée un double de Carter parce qu'il est amoureux de lui. Voilà. Bon, on va compter ça comme un gros tout cet épisode. En fait, c'est ça. La partie New Order, genre vraiment tout ce qui change dans cet univers est vraiment intéressante, que ce soit terrestrement, quand O'Neill devient général ou Carter colonel, soit au niveau géopolitique, que les Goa'uld veuillent euh, négocier avec la Terre directement. C'est intéressant et ça m'intéresse. La partie avec les réplicateurs, je souffle un peu plus. J'aime pas numéro 5 en fait, qui est le nom du réplicateur, du chef réplicateur en gros, qui est celui qu'ils avaient trahi la dernière fois, bref. Ouah, voilà quoi, ça me passionne pas, mais voilà. C'est un épisode important dans le lore général. Mais c'est pas, je le porte pas dans mon cœur ce retour de Stargate. Pour l'instant, je vais mettre ça en B en vrai. Genre pour moi, ça fait pas partie du meilleur de la saison, mais ça fait partie du sympa quand même. Soyons pas fous. Épisode 3, quarantaine. Le SGC est placé en quarantaine lorsqu'un officier russe est atteint d'une mystérieuse maladie. Cependant, cette maladie pourrait ne pas en être une. Spoiler, c'est l'esprit d'Anubis qui passe de personne en personne. Voilà, ça c'est terrible. Donc c'est un épisode huis clos, comme Stargate sait les faire. Hein. Il s'appelle quarantaine, littéralement. C'est un épisode huis clos où on va devoir trouver une solution et voilà, on rencontre le colonel Alexis Vassilov qui est envoyé par la Russie pour faire partie du SGC et de SG1, mais en fait qui malheureusement va se faire... Bon, O'Neill est pas pour, il est toujours aussi anti-russe, mais il va se faire prendre le contrôle par Anubis. Et voilà, Anubis fuit sur une planète gelée où il termine coincé, du coup, à ce qu'on sait. Voilà, en gros, l'esprit d'Anubis traînait en orbite et il est revenu sur Terre grâce à ça. Voilà, il arrive à s'échapper, mais en fait, ils l'ont un peu trahi parce qu'ils l'ont foutu sur une planète gelée, donc il est gelé et où il n'y a personne, donc il est coincé. Voilà, un petit retour d'Anubis post-victoire qui est, ma foi, pas désagréable, mais pas non plus à se taper le cul par terre. Si je regarde un peu S'il est un peu plus centré sur ses personnages, cet épisode, notamment Alexis, enfin le russe là, qui est relativement sympathique, ma foi, jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui lui arrive. Et voilà, c'est beaucoup des scènes de discussion. Il y a assez peu d'action à part quand il finit par reprendre le contrôle du colonel et s'échapper. Voilà, c'était un épisode pareil. Pouce quoi. Je suis pas transporté, mais c'est bien. Je le préfère à mes alliances, mais mes alliances, je vais quand même pas le mettre en C à l'épisode précédent. Parce qu'il mérite pas. Heure H. Alors, O'Neill et Resistance doivent se préparer à la visite du président des États-Unis, mais plusieurs catastrophes surviennent dans la capture de SG1 par le grand maître Goa'uld Baal. Alors, cet épisode, je l'adore. Il est beaucoup plus léger. Et en fait, ça va être plein. Genre, ça va être un peu. Quel est. Genre. Puisque O'Neill est toujours le personnage principal, et quelle est sa journée type en tant que général, et tous les problèmes. Et l'épisode est entièrement de son point de vue. Et on voit tout ce qu'il doit gérer. Que ce soit les équipes en mission, ce que d'habitude on voit, ou là, en parallèle, il y a une plante qui envahit le SGC, qui est assez drôle. Ce passage, j'aime beaucoup. Porté par le perso de Billy. Et voilà, en plus, il découvre notre 2PZ. Il y a Camulus qui veut échanger sa liberté contre notre 2PZ. Mais en fait, il est piégé. SG1 disparaît temporairement. En fait, ils disparaissent pas et Bal fait genre qu'il les a capturés. Voilà. En fait, c'est un épisode classique de Stargate, mais du point de vue du chef, du général. Et du coup, le concept est assez cool, en plus d'être finalement assez léger. Et voilà, c'était un épisode où il n'y a pas SG1 aussi. Où on suit que Jack, et c'est assez plaisant, et l'épisode est plutôt fun.
Vraiment, celui-là, ça fait partie des bons épisodes. C'est le moment où, genre, c'est bon, Stargate SG1, c'est la 8e saison. Ils peuvent se permettre de faire vraiment des trucs un peu plus. Ils ont leur public, en fait. Ils ont plus à être obligés de faire de l'action ou de faire des trucs consensuels. Ils peuvent tenter des choses. Ils ont un public qui les suivra et ils se permettent de faire des épisodes un peu plus concept, du coup. Et je l'aime beaucoup. Euh, Le feu aux poudres. Daniel Jackson se retrouve coincé sur une autre planète lorsque l'arrivée de SG1 provoque un violent conflit entre deux nations. Alors ça, c'est un scénar qui est déjà arrivé quelques fois dans Stargate, où ils arrivent et ça fout la merde géopolitiquement. Mais celui-là est peut-être le plus poussé qui soit arrivé. Donc Jackson se retrouve coincé sur la planète pendant plusieurs semaines après un coup d'état sur la planète. Euh, et le déclenchement d'une guerre mondiale. C'est peut-être le plus poussé, celui où ça va le plus loin aussi. Parce que il y a vraiment un renversement. Il rencontre du coup le nouveau chef de gouvernement des rebelles une fois qu'il est qu'il est en poste. Et ils essaient de pas s'y impliquer plus que ça. Les motos. De pas s'impliquer plus que ça, le SGC. Mais Daniel, idéaliste, lui, il veut s'impliquer pour la liberté, blablabla. Voilà. Et du coup, c'est peut-être celui où c'est aussi le plus développé parce qu'il rencontre cette locale qui va un peu tomber amoureux de lui, mais qui est mariée et il a de la résistance. Et en plus, l'épisode est un peu construit en puzzle. Euh, voilà. C'est un épisode filler, comme je le dis tout le temps, mais qui est quand même de bonne facture. Mais c'est celui qui développe le plus son histoire en fait. Bonjour, ça vient d'où hein. Je me suis perdu sur Twitch. Ah oui, probablement, vu que j'ai à peu près un spectateur qui est toi. On parle de Stargate si tu veux tout savoir. Voilà, je vous présente tous les épisodes. On est à la saison 8 là. Et je les classe dans une tier list. Si tu es toujours là. Voilà. Voilà, c'est un épisode. Bof. Ouais. Mais en fait, c'est un des mieux faits de ces épisodes où ils arrivent sur une planète et ça fout la merde politiquement sur cette planète. Et ça déclenche une guerre. C'était déjà arrivé avec Kelowna, la planète de Jonas Quinn dans la saison 6. C'est arrivé aussi une autre fois sur une planète où la planète était divisée entre deux populations, dont une qui croyait que la porte des étoiles était un mythe. Et ça avait foutu la merde, mais l'épisode était assez restreint sur un camp militaire avec 10 pélos. Mais là, ça a du budget décor, ça a du budget figurant. Non, mucho, mucho bueno, comme on dit. Je vais voir si on peut voir plus de. Hop, hop, hop. Je regarde un peu, désolé, je. Hi, j'ai coupé le site. D'accord. Excusez-moi, j'étais dans mes pensées. Bon, voilà. Alors, cet épisode, voilà. Je le mettrai plutôt en C parce qu'il est bien foutu, mais vraiment, j'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles de cet épisode. Il est pas intéressant, même pour son concept, en fait, qui est déjà vu. Il est mieux fait, mais c'est tellement des choses qu'on a déjà croisées dans Stargate. Après, c'est le problème d'une série si longue, c'est qu'au bout d'un moment, enfin, une série à concept, en tout cas, au bout d'un moment, t'es obligé de re-raconter les mêmes histoires. Juste avec d'autres angles, avec d'autres effets peut-être, mais c'est comme le problème que ça a l'air d'être Star Trek, par exemple. Tous les concepts possibles dans Star Trek ont plus ou moins déjà été faits. Donc il faut juste changer les angles. Mais là, l'angle n'est pas assez neuf. Même si l'exécution est meilleure, l'angle n'est pas assez neuf pour que ce soit complètement intéressant. Ça, tu vois, par contre, c'est un concept qui est un peu aussi déjà vu, mais
qui est rigolo, vous allez voir. Ah, c'est toi qui as coupé le site? C'est ça que tu voulais dire par j'ai coupé le site? Mais t'es un vrai connard. T'es une vraie merde. Je te banne, c'est bon. Comment on banne? Bam. Oh la pute. C'est vrai qu'il y a d'autres sites. C'est quoi? Non, pas Gateworld, c'est... T'es une vraie salope. Alors, pop, 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 on va essayer de trouver une autre façon de voir les épisodes. Euh, Je passe en cam only 2 secondes. Alors, on va remettre un peu de musique le temps que je cherche. Je vais me passer en attente 1 minute. C'est bon, le site est de retour. Ma question c'est, ça t'amuse? Genre de faire chier des pauvres gens qui tiennent un site de fans, genre t'as que ça à foutre de ta journée? Bref. Juste pour faire chier un streamer qui a 0 vue. Alors, tu dois avoir une triste vie, mon grand. Bref, si vous avez pas compris, il y a un gars qui est venu, qui a coupé le site que j'utilisais, et voilà. Pour aucune raison. Alors, on revient sur ça. Touk touk touk, normalement ça remarche.
Pop, 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 pop. Bref, on est sur l'épisode Avatar. Lui, par contre, super épisode. Non, super épisode. Bon épisode. Bon concept. Teal'c est prisonnier dans une simulation virtuelle dans laquelle il doit protéger le SGC contre un super soldat s'était introduit dans la base. En gros, ils testent une technologie alien qu'ils ont essayé d'adapter à la leur. Euh, pour faire un simulateur d'équipe SG globalement et entraîner les voilà, c'est de la réalité virtuelle. C'est assez marrant parce qu'il y a un retour comme si c'était un jeu 3D. Je sais pas si on va le voir dans les images. Mais après, une fois que quand on est du point de vue des joueurs, c'est en vue normale. Euh, mais sinon, je sais pas si on va le voir. Mais sinon, c'est en vue un peu comme si c'était un FPS. Enfin, complètement comme si c'était un FPS, quoi. En 3D un peu chum. Qui est assez rigolote et qui, moi je trouve, genre, il y a juste pas du HUD, mais ressemble assez à ce que pourrait être un vrai jeu d'ailleurs. C'est assez fun. Et voilà, et en fait, il se retrouve coincé dans cette simulation parce que la simulation est censée s'améliorer au contact de Tilk. Et du coup, Tilk doit gagner pour que ça s'arrête. Pardon, je viens de bazarder mon bureau, sauf qu'il n'y arrive pas, c'est trop dur. Et du coup, c'est un peu. C'est un peu. Voilà. C'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est un épisode à concept. Mais celui-là, genre, il ressemble un peu à certains autres épisodes de réalité virtuelle qu'on a pu avoir dans Stargate. Notamment celui où ils ont trouvé cette technologie de PCG 989. C'était il y a longtemps, c'était saison peut-être une ou deux. Donc c'était il y a longtemps, cet épisode concept, et il était totalement différent parce qu'ils ont été prisonniers contre leur gré, alors que là, c'est en essayant de faire bien les choses. Et après, bon, c'est un épisode qui a dû coûter assez peu cher, puisque pas de... ça se passe que dans la base, juste la 3D, quoi. Donc c'est... voilà. Un épisode à concept, ma foi, tout à fait sympathique, même si pas non plus original à se taper le cul par terre. Mais ouais, je le mettrais peut-être pas en A quand même. Je pense que cette saison, je vais être assez dur. C'est pas une saison que j'apprécie énormément. C'est une bonne saison, mais pas que j'apprécie non plus de fou. Ça va partir en B. C'est quand même mieux que le feu aux poudres. Monde cruel, épisode 7. Et après, on fera une petite pause. Alors, Tilk, qui vient tout juste d'aménager dans son premier appartement, se voit accusé de meurtre. Ezio devra alors tenter d'innocenter Tilk. Alors, Tilk voilà, veut s'installer hors de la base et se retrouve dans des embrouilles, notamment à cause de la confrérie, qui est une sorte de groupe de mafieux très très riches qui connaissent l'existence du programme Port des Étoiles et qui veulent en tirer profit. Euh, et, euh, et voilà, ils vont essayer de faire tomber Tilk. Alors déjà, petit détail marrant, Tilk a une... ah, c'est pas, sa voisine qui, bon, ça pourrait être plus, qui est jouée par Erika Durance. Erika Durance qui est Lois Lane dans euh, Smallville. Mais qui était aussi à l'époque, et je sais pas si c'est toujours le cas, sa belle-sœur. Voilà. Je crois elle était en couple avec le frère de Tilk, ou enfin le frère de Christopher Judge. Bon, bref. Euh, Aménagement temporaire de Tilk à l'extérieur du SDC, rencontre avec Krista James, capture du Dr Jackson par la confrérie, prise de possession de l'Alkèche d'Osiris par la confrérie. Voilà, la confrérie prend possession du vaisseau d'Osiris. Alors c'est un épisode vachement plus centré sur ses personnages, encore une fois, parce que d'un côté il y a l'histoire de Tilk, mais de l'autre il y a aussi Sam et Pete Shanahan, son petit ami, qui continuent à avancer.
Et voilà, et Tilk, c'est marrant parce que Tilk est une trop bonne personne pour cette planète. C'est parce qu'il veut trop bien faire les choses qu'il se retrouve dans la merde. Et c'est assez rigolo. Et voilà, bon. Un peu plus centré sur ces personnages, l'histoire est peut-être moins importante, même si cette histoire de confrérie est toujours là. Et après, l'histoire de la confrérie, je trouve, elle a jamais été très très développée. Il y avait quelques épisodes dessus, mais c'est resté toujours très flou, ce qui peut être une bonne chose, hein, mais voilà. Après cet épisode, ouais, genre, je me fais un peu yesh quand même. Genre, je suis content qu'ils sortent du cadre habituel de Stargate, que ce soit une histoire plus terrienne et tout ça, mais c'est pas non plus à se taper le cul par terre. Je pense qu'il va rejoindre le feu aux poudres en vrai. Il y a des choses que j'aime bien dans l'épisode, comme dans le feu aux poudres d'ailleurs, mais je m'amuse pas devant en fait. C'est. Voilà, ça m'ennuie un peu. Et maintenant, je vous propose, avant de faire Aux yeux du monde, qui est un épisode lui plutôt intéressant, je vous propose une petite pause, même si on en a fait une à cause de l'autre connard. Mais parce que je dois aller chercher de la flotte pour me désaltérer un peu. Allez, je vous remets de la musique. Allez, à tout de suite.
Eh, rebonjour, excusez-moi pour la pause qui a un peu duré. J'ai profité pour manger un petit bout aussi. Je me disais à l'instant là, j'ai un peu la flemme de faire ce stream en fait, parce que je me rends compte que je regardais un peu les épisodes dont on doit parler encore. La saison est pas très intéressante. Elle me passionne pas. Et c'est un peu le cas aussi de l'épisode suivant, même si je le trouve plus fun à regarder. Aux yeux du monde. Lorsqu'un homme d'affaires reconnu menace de dévoiler l'existence des extraterrestres à la population, le SGC n'a d'autre choix que de l'informer de la situation. Voilà, il y a un des sous-traitants en fait de l'armée américaine qui a compris, qui a capté des choses et compris que ce qui se passait, en partie, et ils doivent traiter cette affaire avec diplomatie si possible. Sauf qu'il se fait aussi chanter, faire chanter et menacer par la confrérie dont on vient de parler. Donc c'est un peu tendu, tendax. Et il y a tout un moment notamment où ils essaient, où le mec, on essaie de le tuer. Le mec qui veut révéler. Il croit que c'est l'armée, mais c'est pas l'armée en fait. Et nous, on doute un peu. Peut-être c'est l'armée, mais Carter et O'Neill sont pas au courant. Bref. Bref, bref, bref. J'ai rien à dire sur cet épisode, très honnêtement, hein. Ça va être une histoire politique où il veut révéler la face du monde. euh, il avance ses preuves, mais en fait, on se rend compte qu'il sait pas grand-chose. Par exemple, il présente un Asgard, mais juste parce qu'une de ses fillettes a travaillé sur de l'ADN Asgard. Du coup, qu'il a réussi à le cloner. Sauf que c'est un Asgard vide et il a pas de conscience, il est complètement con. Voilà, lui, par exemple. Et, euh, et du coup, tout le jeu va être de démonter ses arguments, pour Carter de démonter ses arguments, jusqu'à en fait arriver au point où le meilleur moyen de contrer ça, c'est de le mettre au courant en l'emmenant sur une autre planète en lui faisant tester un chasseur. Et après, on découvre tout le complot de la confrérie qu'il y a derrière, qui va être évité. Voilà. Un épisode purement politique terrienne, qui d'habitude j'aime bien, mais je trouve pas ça passionnant non plus en fait. D'ailleurs, c'est un truc, je suis déçu, Stargate SG n'abordera jamais le. Enfin, l'univers Stargate restera toujours. Il y aura jamais le moment où il l'annonce au public. Même s'il aurait dû avoir un téléfilm sur ce sujet, mais qui n'est jamais sorti, on en reparlera une autre fois. Voilà. C'est une idée assez basique qui est un peu étirée sur un peu trop longtemps pour un seul épisode. Mais il fait pas partie de mes préférés, mais il est quand même très bon. Donc B. Suivant Discord. Le mariage de Riak est le dernier souci de Tilk lorsque Ishta est capturée par Moloch après une tentative ratée de révolte contre les Goa'uld. Alors la nation Jaffa commence à prendre forme. Et Riak va se marier. C'est cool. Moment clé. Évacuation des guerres de Actil sur Terre. Donc c'est les guerrières, les Amazones. C'était l'épisode Les Amazones. Elles sont évacuées vers la Terre parce que leur position a été découverte. Embuscade de Moloch lors d'un rassemblement de rebelles Jaffa. Donc l'épisode va se séparer en deux parties. Une partie sur la base, plus centrée sur les personnages autour du mariage de Riak notamment. Et Tilk qui n'est pas d'accord avec ce mariage en partie. Et une autre où il s'agira de défaire le Goa'uld Moloch, qu'on découvre en chair à os pour la première fois, il me semble. Euh, de sauver les rebelles et de tuer Moloch si c'est possible. Voilà, mort de Moloch, Iriak et Kain. Et du coup, là, moi, j'aime bien la partie centrée sur les personnages. La partie sur Moloch est cool sans plus. Mais non, elle est quand même cool. Et voilà, c'est beaucoup plus centré sur les personnages, que ce soit Riak et sa meuf, que ce soit Tilk, son rapport aux traditions Jaffa, avec Bratak, mais aussi avec Ishta, qui est du coup sa copine. Voilà, là, c'est un épisode beaucoup plus centré sur ces personnages qui fonctionnent plutôt bien. Plutôt très bien même. C'est enfin il y a du développement de personnages sur certains persos qui bougent pas. Les personnages sont vraiment en avance sur l'histoire, là. C'est les personnages qui amènent l'histoire, ils la subissent pas ou quoi. Genre, ça fait plaisir de voir ce genre de développement.
Et la partie sur le mariage, en plus, est assez légère, notamment avec Bratak, qui est drôle. Par contre, on va partir de suite du principe que il n'aura jamais... Je brille de mille feux. Alors, pour un rayon de soleil, il n'a pas du tout la trempe d'être S. On va pas se mentir, il n'a aucune chance. On va le dire dès maintenant. Épisode 10, sans pitié. Lorsque la porte des étoiles est volée, SG1 découvre qu'une organisation criminelle possède un vaisseau en orbite terrestre, la confrérie, comme on l'a vu tout à l'heure. Tilk enquête sur la mort de plusieurs milliers de Jaffa. Alors, c'est deux histoires séparées qui vont en fait se retrouver parce que d'un côté il y a la confrérie et de l'autre, en fait, c'est la confrérie qui utilise un poison pour aller tuer des planètes Jaffa. Ça fait des hécatombes, c'est assez terrible. Donc, ça va être un épisode d'enquête d'un côté avec Tilk qui essaie de comprendre ce qui se passe et de l'autre avec Carter et Daniel qui essaient de retrouver la confrérie. Et les deux vont se croiser, évidemment. Ils vont se retrouver à bord du croiseur, à bord du vaisseau caché et essayer de faire en sorte qu'il arrête ces putains de massacres. Par contre, j'ai pas trop compris la fin de l'épisode. La fin de l'épisode, ils prennent quasiment le contrôle du vaisseau. Genre, ils aimeraient éviter qu'il s'échappe, les mecs. La seule personne qui reste, c'est le pilote. Et au lieu d'essayer de reprendre. Le pilote va passer en hyperespace. Et au lieu d'essayer de reprendre le contrôle du vaisseau puis de le ramener, et du coup faire en sorte d'éviter qu'il s'échappe, ils vont se casser. Ils vont juste se mettre à côté de la porte et se téléporter avec elle. Et le vaisseau va s'enfuir. Et je suis en mode, mais il restait. Et vous le saviez, il y avait que 3 personnes à bord. Il en restait qu'une à neutraliser et vous aviez des armes. Au pire, elle part en hyperespace, vous la neutralisez et vous revenez. Voilà, c'est une fin qui m'a un peu surpris. Mais pareil, c'est bon épisode, mais pas plus non plus. Et cette fin m'empêche vraiment de l'apprécier complètement. C'est rare, je trouve, que dans Stargate, ils fassent des trucs absolument cons et illogiques. Ou alors, quand ils le font, c'est motivé par certaines choses. Là, c'est rien. Genre, ils auraient pu prendre le contrôle du vaisseau une fois en hyperespace, sortir de l'hyperespace, revenir. Bref. Épisode suivant. Vulnérable. Déjà, on voit, il y a 2 Carter, c'est bizarre. Le double du colonel Carter demande l'aide du SGC pour vaincre le réplicateur numéro 5, qui aurait trouvé une façon de neutraliser la toute dernière arme des Asgard. Rencontre avec le double du réplicateur de Carter, déploiement d'un satellite disrupteur Asgard dans l'orbite du site Alpha, destruction de numéro 5, immunisation des réplicateurs sous les effets du disrupteur, grâce à au double de Carter qui jouait double jeu, fuite du double de Carter par la porte des étoiles. Alors, quand je parlais tout à l'heure des décisions à la con, alors celle-là, ça me paraissait, genre, je me souvenais très honnêtement plus de l'épisode quand je l'ai revu il y a quelques semaines. Ça me paraissait évident que Carter jouait double jeu. Ils ont pris, genre, en fait, ils travaillent avec le double de Carter pour tuer les réplicateurs. Elle en est un elle-même. Mais en fait, elle se sert de ça pour s'immuniser contre le rayon. Mais moi, je trouve ça trop con. Ils ont pris aucune précaution. Genre, il y a une partie de l'épisode qui est centrée sur quelles précautions il faut prendre avec elle. Mais je trouve ils sont tous complètement cons. Et en plus, voilà, l'épisode est pas très intéressant. C'est Carter et Carter qui blablatent pendant 40 minutes. Qui parlent un peu de leur vie. Donc c'est un peu plus centré sur le personnage de Carter finalement. On en apprend pas mal sur elle. Et sur sa psyché plutôt que sur, que sur du développement de personnage. Mais c'est quand même pas très intéressant. Et c'est con, je trouve. Genre, évidemment que ça me paraissait, le piège me paraissait évident. En gros, ils vont travailler euh, sur le disrupteur, le fusil anti-réplicateur avec elle, mais évidemment qu'elle va ajouter enfin qu'elle va prendre les infos. Ça me paraissait évident, désolé. C'est peut-être des souvenirs cachés de l'épisode qui me sont revenus après. C'est pas. J'en ai marre de briller de mille feux là. C'est pas impossible, hein, mais je trouvais ça évident que c'était un piège et ils y sont allés en plein dedans. Et, du coup, l'épisode est en mode Carter qui est en mode quoi? Tu me trahis? Et, en mode, bah oui, bah oui. Ça
Ça me paraissait évident. Et du coup, j'ai du mal avec l'épisode parce que je le trouve complètement con en fait. C'est pas intéressant. C'était juste pour faire revenir un peu la menace réplicateur qui va être un peu au centre de cette saison quand même. Mais ouais, celui-là, je le mettrais peut-être même en D en vrai. Je l'ai trouvé tellement con. Genre, tellement. Il n'y a rien dans l'épisode quoi. Ça, c'est le problème de cette saison, c'est que la saison, j'ai l'impression. Là, on est à peu près à la moitié, on a une vue un peu plus ensemble. Ah putain, je sais pas. La saison ne sait pas où elle va. Il y a bien les réplicateurs qui sont toujours en suspens et qu'il va falloir battre. Mais cette saison ne sait pas ce qu'elle fait. En fait, elle est en train de terminer et de faire revenir quelques storylines de temps en temps. Genre, on sent que. En fait, je pense très honnêtement qu'il voulait faire une saison un peu conclusion. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est un peu fouillée et qu'il pensait pas en faire après. Et du coup, il voulait pas non plus relancer des grandes histoires qui prendraient plusieurs saisons. Donc ils l'ont pas fait. Donc c'est la saison finit assez fouillie. Ça me fait penser un peu à la dernière saison de Doctor House. Mais sauf que Doctor House avait fait un pari, je trouve, gagnant. C'est la dernière saison en fait était revenue à une saison presque avec si peu d'enjeux sur les personnages et tout. Elle ressemblait beaucoup à la première saison en fait. Et je trouvais ça pertinent de revenir sur ce côté plus calme avec une nouvelle équipe et tout ça, juste pour conclure de manière un peu douce. Après tout ce qui est. Parce que la série avait atteint des sommets de avait atteint un peu des sommets qu'il allait être difficile de faire plus en restant crédible. Mais là, j'ai l'impression que c'est une dernière saison qui sait pas ce qu'elle veut faire en fait et qui sait pas où elle va. Mais c'est vrai, je pense qu'ils ont vraiment voulu voir grand parce qu'on va voir plus tard. En gros, il y a deux fins de saison à cette saison, mais on verra ça en temps et en heure. Épisode suivant, en détresse. Et là, je sais pas trop quoi en penser. Parce qu'à la fois, j'ai l'impression qu'ils prennent ça comme une dernière saison, et à la fois, ce personnage est très important, parce qu'il va être important pendant les deux prochaines saisons, mais pour l'instant, en vrai, pour l'instant, c'est juste un perso secondaire, mais il est tellement fort, et son introduction est tellement forte que c'est obligé qu'ils avaient des plans pour elle après, en fait. Genre, le perso arrive et est hyper marquant, comme jamais un perso n'a été dans Stargate, un perso secondaire d'un seul épisode a été. Alors que le Prométhée a répondu à un signal de détresse de la part d'un vaisseau Goa'uld, Daniel est fait prisonnier lorsque le vaisseau se fait voler. Du coup, par Vala Maldoran, cette personne, qui est une personnalité hyper fraîche dans Stargate, mais qui pour l'instant n'est qu'un perso secondaire d'un seul épisode, on y reviendra. Mais qui est une personnalité hyper fraîche, qui est trop cool, qui est badass, mais humaine, qui est grise aussi. C'est un perso très gris, parce que c'est une contrebandière, en gros, plutôt une escroqueuse galactique. Et, Et du coup, elle fait des fois des choses mauvaises, mais elle n'est pas mauvaise par nature. Et du coup, ça en fait un truc assez cool. Et oui, donc c'est pendant une mission de secours vers Atlantis qu'ils se font carjacker. Et Vala tente de détourner le Prométhée. Première apparition de Tennant et Jupe, qui sont des persos tertiaires qui réapparaîtront plus tard. Et en parallèle que elle a capturé le vaisseau et qu'elle est seule avec Daniel, tout le reste de l'équipage essaie de s'en sortir avec. Ils se sont fait en gros téléporter sur des vaisseaux Goa'uld, ils essaient de s'en sortir et c'est plutôt cool. Et c'est aussi plutôt cool de voir le général Hammond en action, parce que c'est Hammond qui dirige ce vaisseau. C'est assez cool de le revoir dans la série, ça fait toujours plaisir de le revoir passer. Et voilà, après, du coup, entre Daniel et Vala va se développer une relation amour-haine où à la fois Daniel a de la compréhension et de l'empathie pour Vala, mais à la fois Vala est une vraie connasse qui pense surtout à son cul. Et du coup, le cocktail est assez détonnant et ça m'étonne pas qu'ils aient fait revenir le personnage plus tard pour traîner avec Vala, avec Daniel et qui continue un peu leur relation. Et Vala est un personnage, on en parlera quand elle sera principale, mais un personnage que j'aime vraiment énormément et que je trouve vraiment rafraîchissant et qui pourrait être en vrai un signe de cette métaisation de Stargate dont je parle souvent. Mais moi je trouve juste c'est un perso humain pour une fois en fait. C'est pas une militaire, c'est pas une scientifique, c'est une personne humaine avec ses sentiments, ses émotions.
ses envies, ses désirs. Parce que elle est un peu présentée comme une croqueuse d'homme, un peu. Qu'elle se ferait bien Daniel si elle pouvait. Et en vrai, ça va rester une blague longtemps entre les deux et c'est quelque chose qui me fait plutôt beaucoup rire. Mais en fait, on se rend compte quand même qu'elle a un cœur qui bat là-dessous, mais qu'elle offre pas sa confiance à n'importe qui. Et voilà, c'est un bon personnage qui aura l'occasion de briller encore plus tard, mais qui pour l'instant est un simple personnage secondaire. Voilà, celui-là, ça par exemple, ça c'est un épisode que j'aime vraiment beaucoup. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. L'épisode 13 aussi, je l'aime bien. Une vieille connaissance, donc vous reconnaissez peut-être Harry Maybourne. Ezio vient en aide à un peuple sur le point d'être envahi par les Goa'uld sans se douter que le roi de ce peuple n'est nul autre que Harry Maybourne. Donc, Maybourne revient. En fait, il est devenu roi parce il a lu un texte d'un mec qui a voyagé dans le temps et du coup qui prévoit les événements à venir. Mort des seigneurs Goa'uld, Bastet, Holokun et Ares, découverte du jumper temporel par Ezio. Ouais, il trouve un vaisseau temporel. Euh, Déjà, moi j'aime bien Maybourne, c'est un perso que j'ai toujours bien kiffé. Donc, l'épisode est cool, et notamment sa relation avec O'Neill. Et voilà, cette histoire de vaisseau temporel, c'est un truc intéressant de voyage temporel, je trouve. Parce qu'il voyage pas dans le temps, en gros. Ça parle de voyage dans le temps, mais il voyage pas dans le temps. Et voilà, donc il y a tout ce truc où au début, ils vont essayer de faire comprendre au peuple que Maybourne leur ment, mais finalement, ils l'acceptent quand même. Et juste revoir O'Neill et Maybourne jouer ensemble, c'est plutôt très cool. Et voilà, et finalement, les Goa'uld arrivent, puis ils font en sorte de s'en débarrasser, comme d'habitude. Les Goa'uld arrivent toujours à faire ça. Et voilà, ils feront péter un autre attaque. Et Maybourne reste sur sa planète. Bref. Une belle histoire un peu filler qui marche bien et qui introduit le vaisseau temporel, dont on reparlera plus tard. Après, de là à le mettre en A, je sais pas. Hein. Ça reste un épisode que je trouve assez cheap dans ses décors, notamment. Ils ont un décor médiéval là, qui va être le décor médiéval à chaque fois qu'ils ont besoin d'un décor en pierre d'ailleurs, hein, qui va servir pour pendant des années et des années encore. C'est assez marrant de revoir la série sans avoir forcément à suivre l'histoire. Du coup, tu peux repérer ces petits détails et notamment les décors réutilisés. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait beaucoup rire. Et celui-là est vraiment beaucoup réutilisé. Chaque fois qu'ils ont besoin d'un petit village avec des baraques en pierre, ils utilisent ça en le redécorant. C'est assez drôle. Mais en vrai, en fait, vu tout ce qu'il y a en B, je suis obligé de le mettre en A. Mais comme le mariage de Riak, aucune chance pour le S. Mais aucune. Hein. Épisode 14, alerte maximum. C'est un épisode qui a du mal, je trouve. Les relations entre les États-Unis et la Russie se détériorent lorsque les militaires russes affirment que le gouvernement américain a été infiltré par les Goa'uld. Mais en fait, c'est les Goa'uld qui ont infiltré le gouvernement russe et pas américain, évidemment. Et voilà, ça va être une histoire politique de trouver les complots de la confrérie, encore une fois. Au début d'ailleurs avec Kinsey, ce qui est assez rigolo. Donc prise du contrôle de la confrérie par les Goa'uld. Ouais, c'est les Goa'uld vont prendre le contrôle de cette organisation humaine et vont devenir une menace à partir de là. Le gouvernement russe est infiltré. Le président Kinsey est infiltré par un Goa'uld. Les États-Unis et la Russie sont vraiment au bord de la deuxième guerre froide. Mais ils finissent par détruire l'Alkesh, le vaisseau caché d'Osiris que la confrérie utilise pour faire, pour faire de la merde. En fait, globalement, ce qui s'est passé, c'est que le vaisseau qui s'est enfui tout à l'heure, je disais que c'était complètement con, s'est fait récupérer par des Goa'uld et a été infiltré. Et voilà, et Robert Kinsey disparaît, et je crois que c'est la dernière fois qu'on le verra. Pourtant, j'aime bien les... En fait, normalement,
J'aime bien ces épisodes-là de complot intérieur et terrestre. Mais les derniers qu'ils ont fait me font yesh de ouf et ne m'intéressent pas. Je trouve vont un peu nulle part. Cette histoire de confrérie, moi, j'ai jamais accroché. Ça va un peu nulle part. C'est juste pour garder, en plus, le retour là que maintenant ils sont sous l'égide des Goa'uld. C'est pour garder une menace Goa'uld sans vraiment en mettre une. C'est un. Je trouve que c'est un épisode de complot, ma foi, assez pauvre. Qui est un peu ni queue ni tête et qui est pas très satisfaisant à suivre. Et honnêtement, je l'ai vu pourtant la semaine dernière ou il y a 2 semaines peut-être. Et j'en ai assez peu de souvenirs donc ça m'a vraiment pas marqué. De là à le mettre en D, je sais pas. Non, oui, ça va en C ça. Par contre, le suivant, je suis mitigé. Je vais essayer de pas refaire de pause. Le suivant, je suis mitigé parce que c'est rien à perdre. Citizen Joe. Désolé pour la super moto qui vient de passer. Citizen Joe. Alors, je suis partagé parce que c'est un épisode à concept avec un concept très fort et j'aime bien ça quand Stargate le fait, mais le côté méta de Stargate. Est-ce que vous avez déjà parlé du problème de la métaisation de Stargate, qui est devenue une série un peu trop méta et un peu trop cynique et second degré, qui se fout un peu trop auto de sa gueule. Donc, un coiffeur de l'Indiana contacte Jack O'Neill affirmant avoir eu des visions de SG1 depuis plus de 7 ans. Et surtout, c'est un épisode à clip. Le dernier, je pense, de SG1 en tout cas. Et en gros, ouais, c'est parce qu'il a été en contact avec une pierre alien que O'Neill a aussi touché. Il partage certains souvenirs. Et du coup, on va revivre les événements de ces 7 dernières années à travers ce coiffeur qui a ces visions-là et qui le prend pour des histoires. Et qui va les raconter, en fait, ces histoires. Et voilà, on va un peu repasser tous les grands événements de la série jusqu'à la mort de Daniel, tout ça. Et en parallèle, la vie de ce coiffeur, en fait, ça va lui bouffer sa vie, ses visions, et sa femme va le quitter et tout ça. Et, euh, et c'est un peu le syndrome Wormhole extrême, en fait. C'est trop méta pour moi. C'est trop. Ce truc parle des spectateurs de Stargate, en les caricaturant un petit peu en plus, et, euh, et parle des gens qui regardent Stargate. Et, euh, et voilà, et son pétage de câble, je trouve, c'est pas intéressant. En fait, le personnage, je le trouve en plus pas du tout attachant. Ce Joe. Il est casse-couille. Très honnêtement, c'est. En plus, à la fin, ils le font venir dans la base. C'est le fan. Vraiment, c'est une expression de la relation parasociale. Genre. Mais vraiment, c'est. Bon, après, j'y pense là, mais c'est vraiment. C'est le fan qui a trop une relation parasociale avec les acteurs de sa série. Et quand il les rencontre en vrai, il fait comme s'il les connaissait. Bon, sauf que là, il a du parasocial avec des vraies personnes. Mais je pense que c'est vraiment un épisode qui parle de ça. Et, euh, et je trouve ça pas intéressant, très honnêtement. Qu'est-ce que ça dit? Défaut visuel, note sur épisode. Ouais, il y a un peu un côté rencontre native, c'est vrai. Pop, pop, pop. Je regarde s'il y a rien. Ouais, c'est pas si intéressant. Voilà, moi cet épisode, en fait, je comprends le concept, je comprends l'idée.
C'est vrai que ça décrit assez bien le parasocial. Je m'en fous. Je m'en fous, juste. Et je trouve ce personnage particulièrement désagréable et aussi très con par rapport à sa famille. Ça l'obnubile tellement qu'il délaisse sa famille et son taf. Et je suis en mode, mais t'es débile, t'es débile. J'ai aucun attachement au personnage. Bah, surtout, c'est en fait, contrairement aux autres épisodes, il y a eu plusieurs épisodes un peu avec des clips comme ça qui retracent un peu toute la série. Mais celui-là, en fait, il avance rien à l'histoire globale, alors que chaque fois, c'était quand même dans le lore, en fait. Genre, par exemple, le premier, à la fin de la saison 1, c'était le sénateur Kinsey qui voulait couler le programme et qui disait, mais regardez tout ce qui a été mal fait. Ça servait quand même un propos de l'histoire de la série. Le deuxième, c'est Secret d'État quand ils apprennent la porte des étoiles à leur gouvernement allié. Ça, c'est important dans l'histoire. Et le troisième, c'est quand le nouveau président arrive et qu'on le met au courant. Ça fait aussi partie de l'histoire. Alors que là, entre les flashbacks, ben on n'a même pas du développement d'histoire. On a la putain de vie d'un coiffeur de l'Indiana. Et je regarde pas Stargate pour ça. Je m'en bats les couilles. Donc, ouais, non, celui-là, je l'aime pas, hein. Je l'aime juste pas, cet épisode. Et là, du coup, il nous reste 3 épisodes, en quelque sorte, puisque c'est 2 doubles épisodes et pour la vie au milieu. Alors, la dernière chance. Les réplicateurs entrent en guerre contre les Goa'uld, forçant Baal à demander l'assistance de la Terre. La résistance Jaffa semble une armée pour reprendre une ville sainte. En gros, la résistance Jaffa, elle va profiter du fait que Baal est occupé ailleurs, qui est Baal qui est un peu le grand Goa'uld actuel, euh, pour, euh, pour avancer leur pion. Et le deuxième épisode, c'est le sort de la galaxie repose entre les mains de Carter et Selmak qui cherchent la seule arme capable d'annihiler les réplicateurs. Le SGC tente de résister à l'invasion des réplicateurs. Donc là, c'est un peu notre finale de saison. Vous allez voir, il n'y a pas que ça. Notre finale de saison, c'est un peu ça. C'est la grande bataille, c'est la grande menace. Invasion à grande échelle de la Voie lactée, décès de Yu et de son prima, capture de Jackson par Replicarter. Très joli surnom. Prise de Dakara par les rebelles Jaffa, réapparition d'Anubis. Parce qu'en fait, Baal est aux ordres d'Anubis, qui est revenu, évidemment. C'est peut-être la partie que j'aime le moins, très honnêtement, le retour d'Anubis. Euh, le sort de la galaxie repose. Voilà, donc, moment clé de la deuxième partie. Découverte de la super arme des anciens sur Dakara, qui est du coup. Il y a une super arme trop stylée qui est sur la planète que les Jaffa viennent de conquérir, donc c'est trop cool. Bataille entre rebelles Jaffa, Goa'uld et réplicateurs, une bataille à 3 parties. Et c'est sans doute une des batailles qui a le plus d'ambition à ce moment-là de l'univers Stargate, donc c'est plutôt cool. Notamment Baal qui finit par aider nos amis pour vaincre les réplicateurs. euh, et qui veut aussi doubler Anubis parce qu'Anubis, lui, ça le dérange pas de supprimer toute vie dans la galaxie et les réplicateurs aussi. Donc Baal s'allie avec nos héros. Activation de la super arme, annihilation des réplicateurs dans toute la Voie lactée, destruction de réplicateurs, décès de Daniel Jackson qui était à bord d'un vaisseau réplicateur qui a été détruit, défaite des Grands Maîtres Goa'uld, des victoires des rebelles Jaffa. Ah voilà, là c'est bon. Les rebelles ont gagné, les Goa'uld sont quasi défaits. Les réplicateurs n'existent plus. Je vais voir si je trouve des images de la bataille parce qu'elle est vraiment ambitieuse et à grande échelle. Voilà, d'un côté, il y a Carter et Selmak qui essaient d'activer l'arme, enfin dans cette partie en tout cas dans la fin. Et de l'autre, il y a Daniel aux prises avec Replicarter. Euh... Excusez-moi. Qui font un peu une bataille d'esprit pour essayer de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Alors, la bataille spatiale. Alors, j'aime bien ce double épisode, évidemment, parce que c'est un peu le climax de cette saison et de beaucoup de saisons précédentes d'ailleurs. Les rebelles Jaffa vont enfin gagner leur liberté. Le retour d'Anubis, le retour des réplicateurs, tout va être réglé en même temps, un peu sur un point commun de tout, et c'est ma foi tout à fait très cool. Ouais, vous voyez là, par exemple, il y a énormément de vaisseaux impliqués quand même. On voit assez mal parce que les images sont pas de très bonne qualité. Mais
Voilà, c'est une grande bataille. En fait, c'est peut-être une des premières fois où une vraie bataille, on dirait du space opéra. C'est flotte contre flotte. Là, on voit là, par exemple. C'est vraiment une très grande flotte contre une très grande flotte. Enfin, Stargate nous propose un peu des choses à la dimension du space opéra. Parce que Stargate a une partie space opéra, mais c'est quand même plus de la SF militaire, assez basse échelle en fait. Les batailles spatiales souvent impliquent 2, 3, 4 vaisseaux. La fin de la saison 7, il y avait plus de vaisseaux, mais c'était une grande flotte contre zéro vaisseau, contre un vaisseau. Et là, c'est une bataille à très grande échelle, et c'est pour ça que j'aime bien ce double épisode, en plus d'être un peu le climax de tout. Mais c'est pas à la fin de saison, et je trouve ça intéressant du coup. Mais du coup, la saison est passée quand même un peu vite. Et ouais, quand même, ça va en A. Il y a à la fois un côté diplomatique galactique que j'aime bien avec les Jaffa qui jouent leur pièce là maintenant quand les Goa'uld sont occupés. Euh, la fin des réplicateurs. Voilà, vraiment, on sent l'échelle galactique pour une fois dans cette bataille parce que les réplicateurs envahissent euh, toute la, toute la galaxie. Et d'ailleurs, il y a souvent des moments. Excusez-moi, je me cale. Il y a souvent des moments où on voit les vaisseaux tomber, les Goa'uld tomber les uns après les autres à travers toute la galaxie. Et c'est peut-être une des premières fois où Stargate nous a proposé quelque chose à échelle galactique. Et, euh, et ça fait complètement plaisir du coup. Il était temps, c'est bien. Voilà. Épisode 18 pour la vie. Daniel doit décider, donc Daniel est décédé encore, doit décider s'il préfère mettre sa vie en danger ou faire son ascension lorsque Oma Dessa lui offre une seconde chance. Euh, tension entre Terra et Jaffa sur la destruction de l'arbre de Dakara. Mise en place du grand dessin par... Ah oui, c'est là où Anubis, en gros, va un peu péter un câble et se dire, moi je m'en fous, je vais anéantir la galaxie et je reconstruirai tout moi-même. Et du coup, Baal va un peu le trahir. Mais c'est aussi voilà, on sent que que ça pourrait être une fin de série parce que Jacob Carter décède, Sam se sépare de Pete Shanahan, voilà, on le voit là. Et du coup, il y a toute une partie de l'épisode qui va être un peu en rêve, dans un espèce de diner années 50 américain, où moi, ce que j'aime beaucoup, ça va être Daniel qui va devoir réfléchir, est-ce qu'il veut faire l'ascension, est-ce qu'il veut réapparaître. Va essayer aussi de se rappeler ce qui s'est passé la première fois parce qu'il avait perdu tous ses souvenirs. Et il va aussi rencontrer dans ce diner un gars qui en fait est Anubis. Et, euh, et ça a poussé Oma Dessala, après de lourdes discussions, à rentrer en conflit avec Anubis éternel pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. C'est vraiment un épisode centré sur ses personnages, encore une fois. Mais celui-là, peut-être plus que n'importe quel autre, est centré sur tous ses personnages sauf Tilk, globalement. Parce que là, on le voit, on va apprendre que O'Neill a une relation avec une femme, que c'est la fin de la relation entre Sam et Pete, et Daniel dans son ascension qui doit faire des choix personnels. C'est un épisode sans aucune action. Il y a un peu Tilk aussi qui est par là quand même sur la destruction de l'arbre de Dakara. C'est le seul truc un peu de la grande histoire qui va être introduit dans cet épisode, mais sinon... euh, et voilà, et Sam aussi qui perd son père en même temps. Mais sinon, c'est extrêmement centré sur ces personnages, leurs émotions, leurs ressentis, beaucoup plus que sur la grande histoire. Et alors qu'on sent que la série arrive à une fin, c'est pas le cas, mais c'est quand même un gros changement qui arrive, ben ça fait plaisir de passer du temps avec ces personnages, tout simplement, en fait. Voilà, voilà. Il y a beaucoup d'images dans cet épisode, d'habitude il n'y a que 9 pages. Et ça termine par Daniel qui réapparaît, dans une scène plutôt drôle où il y a encore une fois il réapparaît à poil, plutôt bien foutu le Michael Shanks. Et ça ressemble à une vraie fin. Ils vont enfin tous pêcher, comme O'Neill le propose depuis des années. Voilà. Et c'est la fin de Stargate SG1, saison 8. Sauf que,
Déjà, on va le placer. Moi, je trouve que c'est un très bon épisode, y a rien à dire. Sauf que. Épisode 19 et 20, Retour vers le futur. SG1 voyage dans le passé pour récupérer un E2PZ appartenant à Ra, le très puissant Gaul qui dirigea autrefois l'Égypte ancienne. Sauf qu'ils se retrouvent coincés, ils n'arrivent pas à revenir, ça change la réalité, et du coup la nouvelle réalité va devoir retourner dans le passé pour... comment on dit, pour remettre dans l'ordre... voilà, c'est vraiment Retour vers le futur 2, faut retourner dans le passé pour remettre en ordre tout le bordel qui a été fait. Je suis très mal assis, du coup j'ai du mal à me cadrer. Oh, je suis en pleine gueule en plus, désolé. Euh, C'est un peu le dernier bonbon donné aux fans, et on dirait vraiment que c'est la fin de la série, en fait, très honnêtement. Euh, Le dédale est fini d'être construit. En fait, c'est ouais, c'est voilà, c'est en fait, ça sent la fin de notre population. Donc, décès de Catherine Langford, qui est la personne qui avait lancé tout le projet dans le film Stargate, et donc son décès marque un peu la fin de la série aussi, en fait. Et ils découvrent qu'il y a un de PZ, ils utilisent le jumper temporel qu'ils ont trouvé avant pour aller le retrouver, mais ils se retrouvent coincés là-bas. Et du coup, on va assister à une nouvelle réalité parallèle où le SGC ne s'est pas formé, en fait, et où on va voir des versions alternatives de Carter et Daniel, et Jack et tout le monde, en fait. Mais eux, c'est vraiment des versions complètement alternatives. Carter n'a jamais rejoint l'armée, Daniel n'a jamais rejoint le SGC. Et du coup, ils vont essayer de remettre en ordre la timeline. Ce qu'ils vont faire dans l'épisode 2. Ils vont essayer d'aller chercher Tilk. Euh, Et voilà, ils font leur première mission d'exploration. Ils arrivent à retourner dans le passé où ils sont tous morts sauf Daniel. Et ils arrivent finalement à remettre en ordre la timeline. Et le 2PZ est ramené du coup au présent. Voilà, toute cette histoire de timeline secondaire est quand même assez fun. Et l'épisode s'appelle Retour au futur en français, pas pour rien. Et, euh, et non, c'est un double épisode qui n'a pas de grands enjeux, mais qui, je trouve, conclut très bien l'histoire de cette équipe, en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une deuxième fin qui est exactement la fin de l'épisode précédent, où ils pêchent tous ensemble. Sauf que cette fois, il y a des poissons dans la mare, et c'est la seule différence. Mais sinon, c'est le même plan de fin. Je trouve ça très étrange comme poisson de fer, mais avec tout ce dire voyage dans le temps, ça passe bien. Mais voilà, je vais pas vous décrire plus l'épisode en lui-même, parce que c'est vraiment un retour à le futur 2. Quoi, genre vraiment, il faut remettre la timeline comme il faut. Et du coup, on va voir ces versions alternatives, à quel point elles sont différentes de celles qu'on connaît, à quel point elles le sont pas. Et, euh, et voilà. Du coup, ce 2PZ est celui que la Atlantis reçoit à la fin de la saison 1, comme on avait vu la dernière fois. Cet épisode a été diffusé avant le final de Atlantis. Et du coup, c'est cette 2PZ qui va servir dans Atlantis. Et ouais, j'ai rien à dire, c'est un super double épisode, c'est un des meilleurs finales de saison, je pense, très honnêtement. Et c'est aussi un des plus appréciés des fans, et c'est complètement normal. Euh, et dans les épisodes les mieux notés, on voit. Mes alliances, c'est très bien noté, mais moi, je suis pas non plus à me taper le cul par terre avec mes alliances. Mais du coup, c'est quoi le meilleur dans tous ces A là? On a dit que celui de Riak, il avait aucune chance, celui de Mébourne non plus. Comment il s'appelle? La dernière chance, là, l'épisode sur la fin des réplicateurs, non plus. J'aime beaucoup Heure H, mais il manque peut-être un peu d'enjeu. J'aime beaucoup l'épisode sur Daniel qui veut faire son ascension ou pas et les autres histoires des personnages, mais il se passe un peu rien quand même, donc je le mettrai pas. Mais Heure H, c'est vrai que je l'aime beaucoup. J'aime bien l'épisode avec Vala, mais je trouve que Vala brillera beaucoup plus par la suite. Et là, je trouve ça. Je voulais éviter de mettre les grands finales de saison, parce que c'est un peu pas très recherché. Mais là, il n'y a rien à dire. C'est un double épisode parfait. Qui en plus fait pas de cheap, c'est bien ça. Il n'y a aucun moment que ça fait cheap. C'est l'histoire, le retour au futur est rondement mené, rondement amené.
Tout roule. Tout roule et en fait, il y a rien à dire. C'est un peu ce dernier bonbon donné aux fans, mais finalement, il restera 2 saisons après, qui sont un peu moins appréciés des fans d'ailleurs. Mais voilà. En fait, souvent, ils veulent parler aux fans en faisant les épisodes méta, comme celui sur Joe par exemple, ou Wormhole Extreme. Euh, Mais voilà, les épisodes réalité alternative, moi, je trouve que c'est toujours quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et cette version-là est peut-être la plus perfectionnée. Et le fait que ça dure sur 2 épisodes, c'est vraiment intéressant. Et aussi, j'avais déjà mis l'épisode 1969 dans mes préférés, où il retourne dans le passé, mais là, c'était involontaire. Alors que là, c'est une mission temporelle. Vraiment, et c'est leur but d'y aller. Et, euh, et non, il n'y a rien à dire en fait. Ça aurait pu être la fin parfaite de Stargate SG-1. SG-1 aurait pu s'arrêter là. Ça aurait été une belle fin. Mais finalement, non. Voilà, ils vont reprendre pour une saison 9. Mais on verra ça pas la prochaine fois, ni la fois d'après, mais peut-être la fois suivante. Parce que la prochaine fois qu'on fait un stream, ce sera pas sur du Stargate. Et la prochaine fois qu'on fera un stream Stargate, ce sera sur Stargate Atlantis saison 2. Donc je rappelle, on alterne. Et après, on reviendra pour la saison 9, qui relance une toute autre histoire avec quasi une autre équipe. Beaucoup considèrent que c'est des saisons de trop. C'est vrai qu'elles semblent un peu greffées là en plus par hasard. Mais je trouve elles ont une qualité d'écriture que la saison 8 a eu du mal à trouver, je trouve. La saison 8 a essayé de changer de ton, mais n'a pas trouvé sa qualité d'écriture. Alors que les saisons 9 et 10, voilà, ils vont introduire un nouvel ennemi qui va durer que 2 saisons, certes, mais qui va être très intéressant et on verra ça une prochaine fois, du coup. Alors, je vais de suite enregistrer l'image avant d'oublier. Vas-y, on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Non, enregistrer l'image. Euh, voilà, nommer. Tier list Stargate saison 8. Et voilà. Voilà pour cette saison 8 de Stargate. Alors là, il y a vraiment une page de l'histoire de Stargate qui se tourne. Déjà, elle s'était tournée un peu à la fin de la saison 7. Mais là, c'est SG1 va complètement changer d'ambiance, en fait. Il va beaucoup plus se rapprocher de l'ambiance de Atlantis. Et en fait, c'est ce que j'ai remarqué, c'est quand Atlantis commence, SG1 va progressivement devenir une série sur un ton proche de celui d'Atlantis. Alors, ce que j'apprécie sur certains points, pas dans cette saison, mais ce que j'apprécie sur certains points en général, parce que j'adore Atlantis et son ton. Mais ce que j'aime pas, parce que je trouve on perd un peu l'ambiance SG1 en fait. Je préfère celle d'Atlantis, ça me dérange pas trop, mais je trouve ça dommage. Voilà, voilà. Voilà donc pour ce 9ème stream Stargate. Plus que 9, on est à la moitié des streams. Attendez, non. Non, il y a 19 streams de prévus. 17 pour un pour chaque saison. Le stream lore étendu et le stream final, 19. Donc il nous en reste 10. Voilà, à peu près à la moitié. Et les streams vont un peu se calmer parce que je suis en train de me refaire la série. Donc, et du coup, je mets un peu de temps pour me faire chaque saison. Donc là, la prochaine sera sur la saison 2 d'Atlantis, que je n'ai pas fini, mais c'est pour bientôt. Là, je pense dans le week-end, à mon avis, je termine les saisons 2 d'Atlantis et 9 de SG1. Et voilà, il me semble que je peux arriver à tenir au moins, il y aura au moins un stream Stargate par semaine. Sinon, on fait quoi d'autre? On se retrouve, je pense, je vais essayer de stream lundi. Voilà, pour terminer un peu avec Stargate. Je vais essayer de stream sur les prochains streams. Je vais essayer de stream lundi. Vous me voyez pas du tout en fait, je suis complètement cramé. Donc lundi, on va essayer. J'avais fait un stream où je regardais le film The Lost World, Le Monde Perdu de 1925. On va essayer de le continuer tranquillement, de finir ça. On était à la moitié du film. Mercredi, normalement, live Star Wars. Donc encore des actus et encore des bouquins à vous présenter. Et après, le week-end prochain, probablement du Stargate. Mais peut-être mercredi, ce sera Stargate finalement. Non, je pense pas. Stargate, ouais, peut-être vendredi. Et dimanche prochain, on refait. Je sais pas. Je pense qu'on va partir sur ça. Lundi,
Le Monde Perdu. Mercredi, Star Wars. Je sais pas, je connais pas les heures encore par contre, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, Twitter. Vous le voyez là sur le chat, mon Twitter et mon Insta. Pour avoir les news. Et voilà, dans la semaine prochaine, un Stargate à un moment pour parler de la saison 2 de Atlantis. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour savoir quand je suis en stream, quand je sors des trucs. Là où je suis le plus régulier et où des fois je donne des avis, d'autres trucs aussi, oula, j'ai cassé quelque chose. C'est Twitter, donc Arthur_Julia1. Sur Insta, je mets pas grand chose, mais je mets au moins les annonces de live, j'essaie. Je les oublie des fois, malheureusement. C'est. Hop, faut que je me mette au milieu, sinon je suis tout déformé. C'est arthurjulia.création. Et après, sur YouTube, Arthur Julia et Arthur Julia VOD pour les replays de stream. Mais sinon, ils sont aussi dispo sur Twitch. Voilà. Voilà, voilà. Mais ouais, cette saison, c'était un peu compliqué parce que je la porte pas dans mon cœur. Du coup, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, on peut un peu de musique de fond pour finir. Et, euh... Et voilà. Voilà, voilà. Bon, on s'arrête là, hein. On va pas tergiverser 40 ans, hein. Allez, à bientôt.